Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel hebdo qui s'annonce ludique. Nous sommes à Jeux et compagnie qui fête son 10e anniversaire. On fait le tour tout de suite. Nous sommes au festival Jeux et compagnie. Je suis avec Sophie Merlin. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes coprésidente du festival. Alors cette édition est particulièrement importante, j'imagine, pour vous, parce que non seulement après un retour, après une année blanche l'année dernière où il n'y a rien eu, c'est en plus votre 10e anniversaire, c'est ça? Exactement. Donc 10 années à faire le festival, 10 années à rencontrer de nouvelles personnes, à créer des nouveaux liens. Et donc pour nous, c'est une vraie joie de retrouver tout le public cette année. Et c'est un festival qui a acquis une certaine notoriété depuis toutes ces années. On sait qu'il y avait jusqu'à 15 000 visiteurs en 2019, plus qu'en 2020 parce qu'on sait que c'était le début de la pandémie, les gens avaient un peu peur, ce qui est normal, mais en tout cas c'est un chiffre impressionnant. Oui, ça nous classe dans les 4 plus grands festivals de France, au dernier chiffre que j'avais en tout cas. Et donc nous on est toujours contents de voir cette affluence-là parce que l'intérêt pour les jeux ne se dément jamais. Ici, c'est de nombreux jeux, de nombreux bénévoles. En quelques chiffres, ça donne quoi? Ça donne plus de 150 bénévoles qui sont mobilisés, certes sur le vendredi, samedi, dimanche, mais aussi sur toute la semaine d'avant pour préparer et sur le lundi, mardi pour ranger aussi derrière. Donc c'est beaucoup de ressources, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie et beaucoup de joie de se retrouver. Et beaucoup de jeux à découvrir également. Beaucoup de jeux à découvrir. Alors, combien il y a de jeux présents sur le festival aujourd'hui, je ne saurais vous dire, puisqu'on en est à plus de 800 sorties par an en France. Donc, voilà, c'est inchiffrable. Il y en a une bonne partie, en tout cas, qui sont ici et qu'on peut tester. Et l'idée, grâce aux bénévoles, c'est aussi de se faire encadrer. C'est ça, quand on arrive, on ne sait pas forcément jouer à un jeu et on se fait accompagner. Exactement. Donc pour ça, on a bien identifié tous nos bénévoles, en tout cas les bénévoles de nos associations partenaires portent tous un t-shirt avec écrit animateur dans le dos pour bien les identifier. Et ça permet comme ça de pouvoir accompagner les joueurs débutants ou ceux qui ne connaissent pas des règles dans l'apprentissage d'un nouveau jeu. Et alors la vocation de ce festival, c'est vraiment finalement de démocratiser le jeu de société, c'est ça? Exactement. Démocratiser le jeu de société, créer du lien encore, on est beaucoup là-dessus, on aime créer du lien entre les gens, on aime créer des communautés. On a plusieurs associations grâce à Place au Jeu, grâce au festival qui ont pu naître dans le département et ça, moi je suis ravie de voir qu'on était le terreau de toutes ces assos-là, c'est vraiment un plaisir. C'est un festival qui est connu pour être familial. Alors certains pourraient dire peut-être un peu trop familial parce qu'on sait qu'il y a des gros joueurs. Vous avez décidé cette année de leur créer un espace expert, c'est ça? Exactement. Donc c'est vrai que ça faisait plusieurs années que les joueurs confirmés nous demandaient une zone avec des jeux plus experts. Et donc cette année, voilà, on a mobilisé des animateurs spécialisés dans les jeux experts et ils ont leur zone qui, à la off de hier soir, donc à la soirée nocturne, n'a pas des amplis de la soirée. On a eu du monde toute la nuit. Expert, c'est-à-dire finalement c'est des très longs jeux, des très gros jeux Alors ça peut être soit du très long jeu qui nécessite plusieurs heures, mais c'est surtout du jeu avec des règles complexes ou des stratégies complexes à mettre en place. Vous parliez tout à l'heure du nombre de sorties de jeux chaque année, environ 800. On peut dire que le marché du jeu de société se porte bien aujourd'hui. Et c'est plutôt pas commun, mais merci le Covid, puisque oui, effectivement les gens ont réappris à passer du temps en famille et à jouer. Donc l'industrie du jeu de société, c'est une des rares qui n'a pas connu la crise en raison du Covid. Oui, voilà, on s'est retrouvés chez soi, on en a profité un petit peu, c'est ça. Il y a un espace également, finalement, où on peut tester des nouveaux jeux de société, voire même des jeux qui ne sont pas encore sortis sur le marché. C'est exactement ça. Donc c'est la protozone. Donc c'est pas une nouveauté la protozone puisque ça fait des années qu'on en a une. Mais cette année, on a plus de 20 auteurs qui viennent nous présenter leur création. Donc c'est un record, on peut dire. Oui, c'est un record. On en reparlera de toute façon dans la 3e partie d'émission. Merci beaucoup Sophie Merlin d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venue. Merci. Et on fait tout de suite un tour de ce festival. On a tendu le micro aux participants.
que c'est un secteur d'activité qui fonctionne bien en ce moment? Alors qui fonctionne de mieux en mieux même, et qui fonctionne bien depuis maintenant 10 voire peut-être même plus, 15 ans, qui a à nouveau bien fonctionné aussi pendant les confinements, parce que bon, les gens ont eu du temps, donc il a fallu qu'ils s'occupent, donc ils se sont tournés pas mal vers les jeux de société. Donc ça a pas mal fonctionné, ouais, sur ces 2 années, on n'a pas trop souffert du Covid, on peut dire. Vous jouez à quoi là? À la Wallée, il faut que l'adversaire n'ait plus du tout de billes et que moi j'ai le plus de billes possible pour gagner. C'est quoi que tu préfères? C'est plutôt les jeux d'adresse, les jeux de stratégie Les jeux de stratégie, je trouve que c'est vraiment passionnant. Après les jeux d'adresse, j'aime aussi, car c'est plus physique à mon goût. Mon frère aussi est très jeu de société, ma mère aussi est très jeu de société. Donc vous jouez beaucoup en famille alors? Oui. Je suis en bac pro animation et du coup les jeux ça fait partie de notre train de vie. Les jeux collectifs, mais plutôt de sport. Ah, moi je suis plus dans le jeu de sport, moi. Après, le jeu collectif, ouais. Et le jeu, faut réfléchir, c'est pas trop mon truc. Les jeux collectifs en équipe, c'est plutôt bien, on peut parler, se faire des connaissances, des amis et tout. Les interactions sociales, et puis on travaille des compétences, l'air de rien, de collaboration, et puis de logique, qui sont quand même en collège, qui sont vraiment intéressantes. Voilà. Est-ce que tu préfères les jeux de société ou les jeux vidéo? En fait, un peu les deux. Ah, les jeux vidéo quand même, hein. Après, entre les jeux de sport et les jeux vidéo, les jeux de sport quand même. La compétition, c'est important dans les jeux? Pas forcément, mais pour moi, oui. La compétition un peu? Ouais, c'est ça. Gagner, c'est juste une petite victoire, enfin voilà. Parce que participer, c'est beaucoup mieux que gagner. Ça fait plaisir de gagner. Oui, ça fait plaisir, mais jouer, c'est bien plus important que gagner. Nous sommes toujours au festival Jeux et compagnie. Je suis avec Steven Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur des Francas des Vosges et avec Valentin. Bonjour. Vous préparez un diplôme, vous m'en parlerez dans un instant. Là, tout ce week-end, vous êtes responsable d'un certain concept, un jeu qui donne du fil à retordre aux joueurs ici, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle les grands jeux dans le monde de l'animation socioculturelle. Et là, le groupe des stagiaires en formation professionnelle des BPJEPS vont organiser tout ce grand jeu pour faire découvrir tous les espaces du festival à tous les joueurs. Et du coup, l'idée, c'est de jouer un jeu d'enquête où il faut découvrir la personne qui est responsable, l'identité de la personne qui a caché les clés du festival pour que le festival dure éternellement. Et donc, Valentin, vous avez participé à l'élaboration de ce jeu. L'idée, c'est un peu de faire en sorte que les joueurs visitent tout cet espace pendant votre grand jeu, en fait. C'est ça, exactement. On a fait en sorte que les personnes se déplacent d'espace en espace pour qu'ils puissent découvrir chaque espace et ainsi jouer à n'importe quel jeu et voir les artisans, les joueurs et s'amuser tout simplement et nous aider à retrouver le voleur d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon une murder party, c'est un peu bon, il n'y a pas de mort aujourd'hui, c'est ça hein. Non, ouais. Mais du coup oui, donc là on a la petite feuille, juste ici, et ils doivent remplir chaque espace et trouver tous les indices pour retrouver ce petit filou le voleur. Qui n'est pas Fred, notre caméraman, hein, je tiens quand même à le préciser. On est avec ce genre d'événement dans le cœur même de la vocation des Francas des Vosges. Oui, exactement. De toute façon, notre rôle, il est bien d'accompagner tout ce qui est mobilisation des bénévoles, tout ce qui est engagement auprès de la jeunesse principalement. Et là, dans le cadre de la formation vraiment des BPJEPS, on est vraiment au cœur de l'animation. On est sur un loisir tout public et du grand public. Voilà, donc là, ils sont vraiment au cœur d'animer le grand public en général et de pouvoir faire vivre et de rappeler que le costume, le petit symbole, le petit accessoire dans ce festival a toute sa place et permet aux joueurs de jouer pour découvrir les jeux sur les tables. Et le fameux BPJEPS que vous préparez, c'est quoi comme diplôme alors? Expliquez-nous. Écoutez, c'est un diplôme du monde de l'animation pour devenir animateur professionnel. Est-ce que c'est une reconversion comment... Absolument pas, moi je vais faire ça depuis toujours. J'ai découvert le BPJEPS en arrivant dans les Vosges et j'ai foncé direct. J'ai rencontré Steven et il m'a tout expliqué et depuis j'en suis là maintenant.
Donc j'imagine qu'un week-end comme celui-ci, comme disait Steven, ça va vous permettre de vous mettre dans des conditions réelles et de voir un petit peu comment ça va se passer. Ah, totalement. Là, on est dans le monde réel, totalement. On est sur le terrain, absolument, et c'est génial. Avec un beau déguisement. Avec un beau déguisement, effectivement. Très bien. Merci à tous les deux. On va tout de suite faire une deuxième pause dans cette émission et on va rencontrer des créateurs de jeux vosgiens qui ont lancé un jeu qui s'appelle Ragnarok Star. On les rencontrera juste après d'ailleurs. On regarde tout de suite. Je ne sais pas si vous connaissez le Ragnarok. Quelques explications s'imposent avant de débuter une partie de Ragnarok Star, un nouveau jeu de société de plateau encore en phase d'expérimentation. Et d'ailleurs, ce jour-là, chez Lutin Malin à Épinal, magasin partenaire de ce jeu, ce sont 4 cobayes venus se prêter au jeu. Des cobayes que Dan, l'un des créateurs, s'est amusé à transformer en Vikings qui vont faire un concert pour plaire à Odin. C'est un télécrochet où le but du jeu, c'est vraiment de rassembler un maximum de fans dans sa salle de concert, pour pouvoir faire le plus beau concert pour le Valhalla. Comprenez le royaume des guerriers défunts dans la mythologie nordique. Le jeu se veut familial, accessible dès l'âge de 10 ans, mais plutôt destiné à un public averti. Cela fait 2 ans que les 2 Vosgiens, Dan et William, travaillent dessus. Et pour leur financement participatif, ils ont récolté plus du double de ce qu'ils espéraient. Un succès qui s'explique notamment par le soutien de groupes rock metal. Ultra Vomit, Princesse Leia, Miras, Betraying the Martyrs et beaucoup d'autres, plus d'une quarantaine nous ont soutenus. On a même fait des cartes type spéciales dédiées pour certains groupes. C'est un peu aussi mon genre de musique, oui. C'est vrai que tout ce qui est mythologie nordique et musique qui crie un peu par moment, j'aime bien aussi. Ce qui m'a plu aussi, c'est un peu l'interaction qu'il y a entre joueurs, le fait qu'on puisse se piquer des joueurs, enfin des fans en tout cas. L'association jeu plus métal pour des joueurs et des amateurs de hard rock, ça marche bien, c'est génial. Déjà plus de 1000 précommandes pour Ragnarok Star qui devrait connaître quelques modifications en termes de graphisme avant la sortie officielle prévue pour avril 2021. Et des idées, Dan et William n'en manquent pas, ils travaillent en ce moment sur un jeu en réalité virtuelle sur le thème cette fois-ci des pirates et du steampunk. Je suis de retour au festival Jeux et compagnie avec William Aubert justement et Dan Touvenot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux créateurs de jeux, on l'a vu, hein, vous avez édité le jeu Ragnarok Star qu'on peut d'ailleurs voir aujourd'hui sur le festival. Et vous êtes là plus particulièrement pour présenter un jeu qui est encore en cours de création qui s'appelle Once Upon a Line. Oui, c'est ça. En quoi ça consiste alors? Alors Once Upon a Line, c'est un jeu narratif à gratter dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que les joueurs vont jouer en collaboratif, ça se joue en solo ou à plusieurs. Et c'est un jeu où on va essayer de vivre une aventure, vivre une histoire, essayer d'arriver à la fin de la manière la plus heureuse que possible. Et pour ça, on aura différents choix qui nous seront proposés sur une grille qui est en fait une grille de mots mêlés recouverte d'encre à gratter. Et on va gratter pour essayer de découvrir les mots qui sont cachés dessous. Et quand on trouvera un mot, on aura le droit de piocher la carte correspondante et on va avancer dans ce qu'on appelle un arbre narratif, c'est-à-dire une branche de l'histoire. Donc ça veut dire que parce ça va être des aventures. Ça se joue en plusieurs fois, c'est ça? Enfin, ça se poursuit, c'est une histoire qui se poursuit. C'est une saga qui va se jouer en plusieurs chapitres. Et puis surtout, les aventures vont être différentes d'un joueur à l'autre, puisqu'il ne va pas prendre les mêmes embranchements, il ne va pas découvrir les mêmes lettres ou les mêmes mots cachés sous la grille. D'accord. Et finalement, un événement comme celui-ci, avec tout cet espace de protozone, est-ce que c'est une vraie opportunité pour des créateurs de jeux de tester un petit peu leurs prototypes? Oui, c'est comme ça qu'on rôde nos jeux et c'est comme ça qu'on les fait jouer à un maximum de personnes. On débug des problèmes de règles, on fait beaucoup d'essais et puis on teste en fait les réactions des joueurs comme ça. Est-ce que justement on peut aussi après être amené à faire des petites modifs étant donné qu'il n'est pas encore édité? Oui, tout à fait, oui, c'est exactement comme ça. Après un festival, généralement, on refait une passe de correction et on fait beaucoup de modifs après ces festivals. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a 2 ans, en fait, on présentait le prototype de Ragnarok Star. Ouais. Et donc, ça nous a permis énormément de le repenser, de le retravailler, de l'améliorer, de l'affiner, et pour pouvoir le sortir en version éditable définitive. Et comment on en vient à devenir créateur de jeux, finalement?
Par passion, déjà, on est un peu joueur à la base. Et puis, il faut être créatif. Oui, ça demande quand même pas mal beaucoup d'imagination et puis une connaissance des mécaniques d'autres jeux, une connaissance du monde du jeu. Et puis après, on se fait plaisir surtout, parce qu'on fait des jeux aussi pour se faire plaisir. C'est quoi votre type de jeu à vous que vous aimez du collaboratif, des jeux un peu experts entre guillemets on joue vraiment, un joueur il est joueur pour tout en fait. On aime découvrir, alors on va peut-être plutôt dire ce qu'on n'aime pas. Enfin, moi en tout cas je suis moins très gros jeux experts qui vont durer 4, 5, 6 heures avec du multiscoring dans tous les sens et ce qu'on appelle les pousseurs de cubes en bois aussi. Voilà, c'est moins ma cam, mais par contre rien que pour le plaisir de découvrir quand il y a des soirées, on se force parce que c'est un muscle en fait. Le muscle du jeu il se travaille. Ouais. C'est pas juste, on ne naît pas joueur de jeu expert, on apprend à le devenir en ingurgitant des règles de plus en plus complexes. On fait des maths, on fait du français, donc il faut travailler, il faut faire de l'exercice pour devenir un bon ludiste. Et comment on se fait sa place sur le marché du jeu de société? Parce qu'on sait qu'il est en expansion depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a près de 800 jeux qui sortent chaque année. Comment on arrive à se positionner? Il y a beaucoup de concurrence. Nous, on est passé par un procédé participatif. On a fait un financement sur Kickstarter pour Ragnarok Star. Et puis pour le prochain jeu, on ne sait pas encore comment on va faire, mais on y réfléchit en ce moment. Parce que ça coûte cher d'éditer un jeu Ah oui, là il y a toute la phase de création du prototype qui va prendre des fois 1 an ou 2. Ouais. C'est aussi des dépenses en fait, c'est des dépenses pour aller sur des salons, c'est des investissements matériels pour fabriquer les prototypes. On parle de plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros au moment de l'aboutissement du prototype. Et après, au moment de l'éditer, il y a un risque à prendre si on fait une sortie boutique immédiate, c'est-à-dire faire fabriquer pour plusieurs dizaines de milliers d'euros l'exemplaire pour pouvoir espérer le vendre derrière, ou alors faire comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire un financement participatif, où là ce sont les souscripteurs qui financent la fabrication, la première fabrication. Et dans ce cas-là, on crée une communauté et on les implique dans le processus de création, dans le processus de réflexion. C'est eux qui rédigent certaines règles, par exemple, certaines traductions de règles ont été rédigées par des fans. Quelque part. Il y a certains contrats dans Ragnarok Star qui ont été inventés par les fans. Ils nous font des retours, des critiques, etc. Donc c'est un processus win-win, on gagne tous les deux. Le fan gagne parce qu'il participe à l'élaboration du jeu et nous on y gagne parce que ça nous coûte moins cher et on peut le faire à moindre frais. Et là, vous travaillez sur d'autres projets pour terminer notre petite interview. Vous pouvez nous dévoiler quelque chose? Pour l'instant, on est surtout beaucoup sur Once Upon a Line en ce moment. C'est déjà pas mal de boulot. Presque à plein temps, en fait, oui. Pratiquement. Oui, et puis on va essayer aussi de travailler sur de nouvelles sagas, parce que c'est un moteur de jeu plus qu'un jeu. Donc on va travailler sur des nouvelles sagas, on va travailler aussi sur peut-être des gammes enfants du jeu, avec la même mécanique de base de je découvre des lettres cachées sous une grille et je pioche des cartes, mais avec des mécaniques simplifiées et puis des univers plus accessibles pour les plus petits. Et puis là, surtout, le 5 avril, on a le lancement de la campagne de financement participatif pour l'extension The Mosh Pet Show, qui est une extension à Ragnarok Star avec des animaux fabuleux, finalement qui vont donner des petits pouvoirs supplémentaires aux joueurs et créer ce qu'on appelle de l'asymétrie, c'est-à-dire que chaque joueur aura un talent particulier. Donc ça sort le 5 avril sur Ulule et il ne faut pas hésiter à venir soutenir la campagne. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Par exemple, les associations étudiantes puissent venir dans le lieu culturel. C'est le quartier l'Épinal qui va subir la plus grosse métamorphose dans les années à venir et pour cause, c'est la dernière tranche du PRU, le projet de renouvellement urbain sur le secteur de Bitola-Chambauvert, le plus pauvre de la ville chef-lieu si l'on s'en réfère au revenu médian. 55 millions d'euros injectés au total d'ici 2028. Une centaine de personnes est venue mardi à la Halle des Sports s'informer sur les travaux entrepris et donner leur avis en demandant parfois un peu plus de civilité, voire de sécurité. Réhabilitation et rénovation des logements collectifs gérés par Épinal Habitat, requalification des berges, végétalisation, les changements seront profonds.
C'est un engin qui fait la fierté des membres de l'ARFUP, l'association pour la restauration du fort d'Uxenier et la place d'Épinal. Un locotracteur Schneider daté de 1917, le tout dernier exemplaire restant de sa série, qui en comptait autrefois environ 160 dans tout le Grand Est. Acheminé samedi dernier en camion depuis la Meurthe-et-Moselle, le véhicule est prêté par l'amicale des anciens du 15e régiment du génie de l'air à Écrouves. Il sera rénové par l'association qui prévoit entre autres la restauration des plaques d'origine ou encore l'installation de marchepieds. Une demande a également été formulée pour le classer au monument historique. Le locotracteur sera exposé jusqu'au mois de juin et si celui-ci ne quittera pas la gare, 2 autres engins, rénovés également par l'association, devraient pouvoir acheminer les visiteurs entre les forts dès le mois de mai. Et puis après on verra si on fait du physique et du combat ou du combat et du physique pour mixer un peu, pour voir comment vous réagissez. Apprendre l'autodéfense tout en s'amusant, c'était l'idée de cette séance d'initiation au Krav Maga proposée samedi dernier à la MJC Savouré à Épinal. Une animation à destination des familles où une trentaine de parents et enfants se sont essayés à ce sport inspiré des forces militaires israéliennes, mais dans une version plus douce. Le groupe a par exemple appris comment se défaire d'une prise au cours d'une bagarre ou encore comment réagir en cas de kidnapping. Des techniques que les participants ont ensuite pu mettre en pratique à travers des jeux de confrontation. Les premières prestations ont eu lieu le week-end dernier. La 69e édition du concours artistique d'Épinal se poursuit sur plusieurs semaines, ou plutôt plusieurs week-ends, jusqu'au 10 avril. Les joueurs de trombone, flûte traversière et tuba sont passés. Ces 12 et 13 mars, place au hautbois, basson, au violoncelle et à l'alto. Suivront guitare, saxophone, cor, trompette, accordéon, piano, violon ou encore clarinette. 300 inscrits cette année contre 400 avant la crise sanitaire. Des auditions d'envergure régionale auxquelles le public peut assister gratuitement. Rythmé, bariolé, déguisé évidemment, le défilé du carnaval de Thaon dimanche a trouvé son public. Une première sous un franc soleil qui a répondu aux attentes et parfaitement lancé la saison des cortèges de ce type, dont celui le plus important dans le département de Vittel, qui est prévu ce dimanche. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Moi je reste faire quelques jeux d'adresse. Moi qui ne suis pas très à droite, on va voir ce que... Ah, ça va, je me débrouille pas trop mal. En tout cas, vous aussi, vous pouvez venir découvrir ces jeux d'adresse comme tous les jeux de société jusqu'à dimanche 18 h. Nous on se retrouve la semaine prochaine et moi je vais rester jouer un peu. À bientôt!